Bienvenue sur le podcast Chocolat et Caramel, le podcast des dirigeants qui font les choses différemment. Aujourd'hui, je suis en présence de Christelle Audibert, gérante de la société Atoll. Bonjour Christelle. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Chocolat et Caramel, le podcast des dirigeants qui font les choses différemment. La société Atoll est spécialisée dans l'habillage des tableaux électriques et la serrurerie à destination du public et du privé, en France et à l'international. Donc Christelle, ça fait 15 ans que tu diriges l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise, c'est 85 salariés, un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros. L'histoire de l'entreprise est assez intéressante et je te laisserai revenir dessus tout à l'heure. Mais en tout cas, l'entreprise a été créée à la base par ton papa et tu as ensuite repris le flambeau. Alors, ça fait 15 ans maintenant que tu diriges l'entreprise. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la création de l'entreprise? Comment tu as repris un petit peu le parcours que toi, tu as eu? Alors, en 92, quand mon père crée la société, j'ai mon bac et je fais le secrétariat comptabilité du début d'une société qui existe à l'arrière d'une société que mon père avait déjà. D'accord. Et au fur et à mesure, on a grossi. Et depuis le départ, j'y suis. Je me suis absenté une petite année pour aller voir d'autres choses. Mais... Donc, résultat des courses, on a commencé à 3 salariés et on est arrivé après jusqu'à 85. C'est une belle croissance, un beau développement en tout cas. Voilà, on essaye. Oui. Donc oui, on est devenu les leaders du bac d'encastrement. D'accord. Et après de cette deuxième activité dans le bâtiment auquel on ne s'y connaissait pas trop, mais bon, on essaye de faire des choses bien, malgré que le bâtiment est quelque chose de très compliqué à gérer. Oui, c'est ce que j'allais... Oui, très compliqué, c'est-à-dire que quand on répond à des appels d'offres privés ou publics, à partir du moment où on a remis un devis, les gens nous disent vous l'avez pas. Le problème, c'est qu'ils veulent nous donner 4 chantiers en même temps, ou 0. Sauf qu'on n'est pas des poulpes. Donc à un moment donné, on ne peut pas diviser nos salariés, ou on ne peut pas dire vous ne travaillez pas, ou vous travaillez 3 fois plus. D'accord. Et comment on fait pour le gérer du coup, ça? C'est le bordel. Ok, ça mérite d'être clair. C'est le bordel. Non, je ne sais pas comment font les autres dans le bâtiment. Donc oui, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de sous-traiter, on essaye d'avoir d'autres gens avec qui fabriquent pour nous. Et en même temps, après, quand on n'a pas de travail, d'essayer de trouver des activités autres pour pouvoir faire travailler les salariés parce qu'on a moins de travail. Donc c'est une activité qui est très complexe et que j'essaye de faire évoluer. Mais pour l'instant, c'est très compliqué parce que le bâtiment aussi est bien cloisonné et fermé. Ils ne veulent pas changer cette réglementation. Là. Oui. Donc c'est très agaçant. Donc heureusement qu'on a l'industrie. Et qui vient compenser finalement quand il y a moins d'activité. Voilà. Mais bon, c'est vrai que le bâtiment, j'essaye de moins en moins d'en faire et d'être plus dans l'industrie auquel on fabrique maintenant d'autres produits que les bacs d'encastrement. Donc finalement, travailler sur l'innovation de produits voilà. pour satisfaire une activité ou en tout cas le besoin d'activité de l'entreprise et compenser ces... Voilà, pour être plus dans l'industrie où il y a un peu plus de marge. Parce qu'effectivement, on équipe 95 000 logements par an. À vrai dire, on est vraiment avec un minimum de stock, on reçoit les commandes, 4 jours après on livre. D'accord, donc en 4 jours c'est fabriqué, livré et posé. Tout à fait, on n'a pas beaucoup de stock et on fait en fonction parce qu'il y a quand même, on a à peu près 400 références, on fabrique en fonction des commandes que nous avons. D'accord, donc c'est en flux tendu. C'est en flux tendu, oui. Donc on est en 2,7. Ouais. Voilà, et après pour compenser, parce que là en plus il y a des crises de logement, sortie Covid, moins 40% de logements. On a trouvé d'autres marchés, donc des caches clim, des caches poubelles, des bâtards d'eau. On fait également des remorques pour les voiturettes de golf, des toitures aussi pour les voiturettes de golf. On a fait des pots de fleurs qui sont démontables. D'accord. Plutôt que d'avoir des gros pots de fleurs, donc, ils sont démontables, on les remonte et puis on met des fleurs dedans. Et on se met aussi à faire pour l'informatique des baies de brassage. Voilà, mais qui sont des modèles très gros qu'on nous sous-traite et qu'on essaye de faire. Et tous ces produits-là, c'est pareil, vous les fabriquez en flux tendu, c'est-à-dire ils sont commandés sur catalogue et ensuite... Alors ils sont commandés, on va avoir des clients qui en ont besoin, ils sont commandés, on fait des prototypes et puis après on fabrique. Pour un prototype, chez nous, il faut compter à peu près 6 semaines. D'accord. Mais du coup, il doit y avoir une organisation au niveau de l'équipe de production, parce que quand on travaille en flux tendu avec des délais aussi courts, ça doit être une organisation... Mais ce qui est agréable dans l'industrie, c'est qu'effectivement, j'ai un directeur des méthodes qui est très très bon, très intelligent, et qui a organisé ça très très bien. C'est-à-dire la commande arrive, il y a tout un système après auquel il y a les programmeurs qui programment les tôles qui arrivent pour les poinçonner, après ils les plient, après on les soude un peu, on les peigne, on les expédie. Donc oui, tout est programmé à l'avance.
Après, pour les bacs d'encastrement, tout est prévu depuis des années et on a amélioré. Pour les nouveaux produits, on n'est pas encore à des séries de 10 000, donc on est toujours un peu là dans une série, mais maîtrisée, c'est-à-dire c'est 20 cache-clim en même temps, c'est 30... Oui, ça permet une agilité finalement voilà, dans la... Et plus après on aura des commandes, plus on pourra avoir une industrie plus fluide et plus courte. Oui. Parce que oui, en France, le problème, c'est comparé aux produits étrangers comme la Chine, auxquels on ne pourra jamais rivaliser avec les produits. Parce que là, les coûts sont trop faibles, par rapport à ce. Mais quand on organise, oui, on peut gagner du temps. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui, selon vous, c'est l'innovation produit, c'est votre capacité de production avec cette flexibilité qui explique la longévité de l'entreprise ? Eh bien, le bac d'encastrement est effectivement une niche de produits assez rare. J'ai quelques concurrents, mais pour l'instant, je reste le leader du bac d'encastrement. Et après, oui, je pense que l'innovation fait partie de l'avenir de demain. Alors oui, il faut y mettre des sous. Des fois, on n'en a pas, mais je pense que de s'améliorer permet à une entreprise de ne pas stagner et de ne pas rester à son point mort et d'aller plus loin. Donc là, effectivement, on a beaucoup de problèmes économiques, même en parlant. Mais je suis quand même en train d'agrandir mon bâtiment. D'accord, donc finalement, en fait, vous continuez d'investir, même si économiquement, c'est plus... Voilà. Parce que si on n'investit pas, après, je pense qu'on ne peut que stagner ou reculer. Et donc, il faut bien avancer. Et c'est vrai qu'après, c'est plaisant, quand le chef d'entreprise a mis tout son staff en place, et son staff est très compétent, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? De l'innovation. Donc, voilà, dans la création, je me suis un peu trouvé et on essaye de trouver. Après, j'ai des directeurs aussi qui vont très bien, un directeur commercial qui va chercher plein d'autres produits. On va passer aussi dans l'achat-vente parce qu'il y a des choses qu'on peut acheter dans des pays étrangers qu'on peut vendre en France qui sont très pratiques mais qu'on ne pourra jamais fabriquer nous au coût. Donc voilà, et puis on va peut-être essayer après de faire d'autres produits. On en a quelques-uns en stock. D'accord, donc là vous êtes à la phase où finalement vous avez staffé votre entreprise avec des gens qui sont compétents, des gens qui sont investis dans l'entreprise. Et là vous êtes dans une dynamique de on prépare, enfin je continue de préparer demain, d'innover et d'essayer d'avoir cette vision finalement à l'avance. Voilà, donc là ils ont tout en place pour bien travailler et maintenant je prépare un peu plus grand parce que les machines aussi s'améliorent et elles sont de plus en plus grandes les machines qu'on a parce qu'on a quand même 4 poinçonneuses. Qui sont énormes, on a 3 robots plieurs, ça prend de la place. Donc je leur agrandis ça pour leur faire une entreprise plus agréable et plus aérodynamique, si je peux m'exprimer comme ça, c'est-à-dire où le flux vraiment est limpide, c'est-à-dire on part de A où on reçoit les tôles, on les poinçonne, on les plie, on les soude, on les peigne, on les emballe, on les remonte, on les emballe et on les expédie. Donc plus de praticité aussi finalement pour eux dans la production. Donc je permets à mon entreprise par rapport à ça et ces investissements d'avoir plus de capacité. Et après, dans l'innovation, d'essayer de préparer un petit peu le domaine avec d'autres produits et ne pas stagner juste sur des bacs d'encastrement qui sont très bien, mais je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Et puis, bon, voilà, c'est mon job. C'est maintenant mon travail, parce que mes autres collaborateurs sont très bien. D'accord, donc vous êtes plutôt sur la phase de développement. Il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, parce que c'est intéressant, vous avez dit, j'essaie de rendre mon entreprise agréable pour mes équipes, et on a échangé en préparant cet épisode justement sur votre façon de manager, de diriger en tant que femme, avec votre parcours, en ayant repris finalement l'entreprise de votre père, où du coup il faut aussi se faire une place en tant qu'individu, et puis en tant que femme dans un univers assez masculin qui est l'industrie, le bâtiment. L'intérêt que vous portez à votre équipe et finalement de leur proposer à eux un confort de travail, de travailler même sur la qualité de vie au travail. Comment ça se passe avec vos équipes au quotidien? Quelle vision vous avez de votre équipe? C'est naturel. Oui, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps que le QVT existait, la qualité de vie au travail, c'est énorme. J'essaye, par ma bienveillance et ma façon d'être, de comprendre les gens et de leur donner des possibilités aussi d'aller plus haut et de faire mieux et de leur donner aussi des challenges, une manière de dire allez on y va, on fait autrement, on y croit, plutôt que de rentrer dans un marasme et de dire oh on n'a pas assez de chiffres, on n'a pas assez ci, on n'a pas assez de... Donc positivisme. Voilà, d'être vraiment bienveillant et dans le positif, d'essayer de leur sourire, de leur... Donc oui, on a des repas d'entreprise 2 fois par an, j'essaye de leur donner ce que je peux
pour leur enlever ce barrage, mais quand ils arrivent à l'entreprise, d'être bien. Donc tout en travaillant, on garde la valeur travail, mais un travail, bienveillant. Il n'y a que la machine à café que je n'aurais pas chez moi parce que j'aime pas le café et je n'aime pas le truc. Mais oui, après ça doit être très naturel. Oui. Je vois c'est parce que vous êtes comme ça finalement, vous, en tant qu'individu. J'ai envie de l'être comme ça, oui. Quand je vois beaucoup de gens sont dans le négatif, j'ai envie d'être positif et j'ai envie d'être dans ma bulle et de les mettre tous dans une bulle en disant allez, on avance et on sourit, on va y arriver. Et finalement, ça fonctionne. Ça fonctionne. Vous voyez vraiment un bénéfice, vous, en tant que dirigeante, d'investir sur vos collaborateurs, sur l'ambiance dans l'entreprise, sur la qualité de vie au travail. Vous parliez de repas d'entreprise, mais je sais aussi que vous proposez du coaching sportif à vos équipes. Dans le quotidien, finalement, vos collaborateurs se sentent bien. Est-ce que vous y voyez un résultat ? Vous en tirez un résultat ? Vous en tirez des fruits ? Les fruits que j'en tire déjà, c'est de le faire et d'être bien dans ce que je fais. D'être aligné ? D'être aligné avec moi-même et mes valeurs. Après, ça peut être tout est critiquable, mais j'ai pas envie de le voir et de l'entendre. Napoléon s'est entouré de bons généraux pour pouvoir fonctionner. Moi, toute seule, je ne ferais rien si j'avais pas mes gars. Donc ils ont tous des capacités, ils ont tous une façon d'être qui est différente. Et l'important, c'est de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir aussi les rendre bien pour que chacun puisse faire le travail avec plaisir et pas dans cette contrainte, surtout que dans l'industrie on est quand même dans la contrainte, on n'est pas dans l'état moderne avec Charlie Chaplin mais on est quand même dans un cadre de vie auquel on essaie d'être bien. La dernière fois par exemple, je voulais repeindre tout l'atelier en rose, fuchsia et violet pour leur donner un peu de gaieté, parce que c'est vrai que ces ateliers sont très ternes. Bon, je ne l'ai pas fait encore. Vous l'avez pas fait ? Pourquoi vous l'avez pas fait ? Parce qu'ils m'ont dit rose fuchsia, ça ne va pas. Mais non, voilà. Donc oui, d'essayer d'apporter du positif. Alors c'est vrai que dans ce monde auquel on court après le fric en permanence, je peux être critiqué en me disant donne-nous du fric plutôt que de nous peindre nos ateliers, on s'en fout. Mais je leur dis écoutez, vous passez 8 heures de temps au travail. Et je le vois, j'ai encore des gens qui sont très dans ces valeurs-là et qui viennent, ça fait 30 ans qu'ils sont avec moi et ils sont bien. Après, oui, je peux pas, malheureusement, je ne pourrais pas leur donner 4 000 € par mois à tous, parce que je n'ai pas les moyens que l'État ne me permet pas d'avoir des charges comme il faut. Mais voilà, on essaye d'avancer. Et ceux qui ne veulent pas rentrer dans le bateau avec moi, finalement, de tout seul, ils s'en vont. Ouais. Donc finalement, quand on rejoint l'entreprise, en tant que collaborateur, on rejoint un bateau plutôt positif et puis on rejoint des valeurs aussi, parce que je vous entendais parler de valeurs, vous avez l'air attaché à certaines valeurs et que vos collaborateurs le soient aussi. Voilà, oui, je leur ai effectivement, à un moment donné, je travaille sur mes valeurs, alors des valeurs qui sont, comme je dis, à l'écoute, responsabilité, réactivité, compétence, réflexion et créativité, et on travaille tous ensemble. Et dans tous les bureaux et dans tous les ateliers, il y a ces valeurs-là. Donc il faut que les collaborateurs rejoignent finalement ces valeurs-là pour que ça marche. Voilà, et ils savent que quand ils rentrent à Atoll, oui, c'est avec une bande de femmes qui a commencé avec son père, qui a repris et qui essaye d'avancer et qui essaye d'être positive. Donc voilà, soit ça rentre dans le bateau ensemble, soit naturellement ça reste pas. D'accord. Et la durée de vie de vos collaborateurs dans l'entreprise ? Il reste longtemps. Il reste longtemps. Oui, il reste longtemps. Après moi, ça fait 15 ans, donc ma DAF, ça fait 7 ans. Mon directeur commercial, j'en ai changé 2 fois, mais ça fait maintenant 8 ans, je crois. Mon directeur de méthode, comme j'ai dit, c'est lui qui est un peu le poumon de la société. Lui, il est arrivé, il faisait ses études chez moi, donc en contrat qualif. D'accord. Et maintenant, il a 35 ans, 6 ans, je sais. Oui, donc ça fait une bonne quinzaine d'années, voilà. 10-15 ans qu'il est... Et c'est cocasse avec l'histoire, j'ai encore 2 salariés, et quand j'ai commencé moi en 92, j'en ai encore 2 de 92 qui sont là. Waouh. Finalement, la recette paye, puisque les collaborateurs sont investis, engagés, et puis... On a beaucoup de gens qui avaient 30 ans, 25 ans. Donc oui, après, voilà, on habite aussi une belle région, au soleil, on est à Castries, on va bien. Tant mieux. On essaye d'aller bien. Il y a un point sur lequel, moi j'ai une question, le fait que vous soyez une femme a représenté un frein par rapport à vos confrères, que ce soit auprès de vos clients, auprès de sous-traitants, auprès de concurrents. Est-ce que le fait d'être une femme aujourd'hui est problématique dans cette industrie ? Alors problématique, c'est peut-être pas le bon mot, mais... Alors j'ai pu rencontrer des mecs machos, sauf que je ne les vois pas et j'ai du répondant. Je vais parler un peu de... J'ai le groupe FCE, Femmes Chefs d'entreprise, qui sont venus me chercher, donc j'adhère à leur groupe.
auquel elles vont m'en vouloir de dire ça. Je n'ai jamais dû combattre contre la femme contre l'homme parce que je suis technique. Donc dans mon métier, il y a besoin de technicité, il n'y a pas besoin de savoir si je suis un homme ou une femme. À partir du moment où j'arrive à répondre techniquement aux gens qui sont en face de moi, j'ai eu ce respect qui est arrivé. D'accord. Donc je n'ai pas besoin de combattre. Je sais que d'autres femmes ont besoin de combattre par rapport à ça, mais non, moi personnellement, la technicité fait que vous voulez me connaître, vous ne me connaisserez pas. Je sais souder, je sais monter mes produits, j'ai su faire tout ça parce que je suis passé dans tous les postes de la société. D'accord, donc cette technicité finalement... Voilà, quand vous savez répondre à quelqu'un en face, que ce soit un mec ou autre, macho, pas macho, à partir du moment où vous répondez correctement, sans fabuler de quoi que ce soit, on vous respecte dans l'histoire. Oui, finalement, votre personnalité et vos compétences, votre technicité vous impose en tant que dirigeante et puis... Et j'ai pas besoin de combattre pour ça. Mais je peux comprendre qu'il y a des femmes qui combattent, donc voilà, je suis avec elles de temps en temps, je fais quelques réunions. D'accord, donc engagé aussi sur la cause des femmes. Engagé aussi avec le Cobati, donc voilà, parce que j'aimerais bien quand même que dans ce monde dans lequel on vit, que ce soit le bâtiment qui est très fermé, que ce soit ces hommes politiques là qui nous pondent des lois, je ne pourrais pas rentrer là-dedans pour essayer de faire changer les choses, mais j'aimerais bien de temps en temps qu'on secoue un peu ces mammouths là qui ne veulent rien faire. Il y a des choses qui sont aberrantes, il faudrait qu'on évolue un peu dans ce monde pour amener un peu plus de flexibilité aux entreprises. Donc voilà, je ne vais pas parler vraiment de ça, mais il y a des moments où donnez-nous les moyens laissez-nous les moyens, laissez-nous les moyens de pouvoir faire travailler les gens, de leur donner un bon salaire, plutôt que de nous taxer x14 et de nous enterrer pour qu'on s'en sorte. Voilà, on se lève tous les matins pour travailler, pour faire travailler des gens. Donnez-nous la possibilité de bien le faire aussi. Mais je reconnais qu'ils ne sont pas là-dedans pour l'instant, ils sont vraiment dans les hommes politiques, leur image, leur nombril, mais pas avoir leurs collaborateurs, pas avoir des gens qui les font vivre quand même. Donc moi je leur dis, venez savoir ce que c'est payer une TVA et faire travailler du monde, après on reparlera de vos idées qui ne le sont pas. D'accord. C'était la parenthèse de revendication. Voilà, la parenthèse de colère qui m'énerve. Non, mais qui s'entend en tant que chef d'entreprise, effectivement, dans un pays où ce qui est fait laisse de moins en moins, j'ai l'impression, de place aux dirigeants pour diriger l'entreprise, parce que la plupart des dirigeants sont des gens qui se lèvent tous les matins, sont des dirigeants patrimoniaux, donc c'est finalement c'est leur patrimoine, c'est eux qui prennent les risques, et on leur laisse pas la possibilité de faire les choses finalement pour leurs collaborateurs, pour faire avancer l'économie. Donner, mais non, on ne donne pas les moyens, on nous taxe en permanence et en prime il faut se battre. Alors je peux comprendre que beaucoup de chefs d'entreprise en ont marre. Je peux le comprendre. Oui, je peux le comprendre aussi. En préparant l'épisode, on discutait aussi sur la partie vraiment pilotage de l'entreprise. Et ce qui était intéressant, c'est que vous m'avez donné une de vos caractéristiques, en plus du positivisme, qui était la clairvoyance. Oui. Comment ça se traduit au quotidien, un pilotage clairvoyant, si on peut dire ça comme ça? Alors je ne sais pas si c'est inné. C'est-à-dire que j'arrive à voir ou à sentir qu'à un moment donné il va y avoir un problème, donc j'essaie de l'anticiper, je sais pas, c'est inné, c'est quelque chose que je n'arrive pas à expliquer, mais de temps en temps, quand je vois une dérive arriver ou autre, je le sens, je dis stop, là ça suffit, on ne va pas là où il faut. Ça je ne l'expliquerai pas, ça fait partie de cette qualité que j'ai de chef d'entreprise qui est en moi. Je n'arrive pas à l'expliquer, mais c'est vrai que oui, tout d'un coup, je vais aller droit au but, je vais prendre ces décisions rapides pour le bien-être de la société, savoir est-ce que là, il faut acheter maintenant la tôle ou pas de suite, est-ce que là on part sur ça ou est-ce que d'abord, en prenant ces décisions, mon grand-père disait à partir du moment où tu prends une décision, tu penses qu'elle est bonne. Donc j'essaye. C'est intéressant comme. J'essaye d'avancer, de me dire bon, c'est la bonne décision. Après, si je me trompe, je fais un peu marche arrière. Mais oui, je prends la décision très rapidement et je ne laisse pas mes collaborateurs avec des points d'interrogation en disant il faut que je réfléchisse, attendez. Bon, vous voulez qu'on fasse ça? Allez, oui. On y va, on va essayer comme ça et on avance. Donc un esprit visionnaire. J'ai l'impression. Voilà, je ne suis pas clairvoyante, mais j'ai l'impression, oui. Et on avance comme ça, effectivement.
je ne vais pas attendre 3 mois pour prendre une décision. C'est-à-dire, voilà, on voudrait partir sur un nouveau produit, je réfléchis, fait 2-3 jours où je passe 2-3 nuits, on va se donner les moyens de faire ce produit. Après, donc cet état d'esprit visionnaire, ou en tout cas cette capacité, je ne sais pas comment le dire, ou ce don, on peut... me donner certainement. C'est ce qui permet aussi à l'entreprise d'avancer, de se développer et de se pérenniser au fur et à mesure des années, parce qu'il y a aussi, de ce que je comprends, il n'y a pas beaucoup de temps entre le moment où la décision est prise, enfin entre le moment où on détecte le problème arriver ou l'opportunité, et le moment où la décision est prise et que les choses se mettent en place. Non, alors il n'y a pas beaucoup de temps, mais après pour que les choses se mettent en place, oui, par exemple pour l'agrandissement, ça fait maintenant au moins 8 mois que je suis dessus. Mais il y a 8 mois, je savais que je voulais le faire comme ça et comme ça. La décision, vous l'avez prise rapidement. Après, c'est l'exécution de la décision qui est... C'est vrai que je pense que je suis visionnaire parce que souvent on me dit « Mais attends, on n'a pas commencé ça, que déjà tu penses à autre chose. » Bon, à partir du moment où moi, c'est pas laisser penser que c'est acté. Par exemple, pour l'agrandissement, je sais exactement ce qu'il faut faire. Après, je vais laisser faire mes collaborateurs et je vais pouvoir passer à autre chose sur d'autres trucs. Donc oui, je ne leur laisse pas trop le temps de respirer. Mais c'est ce qui participe à votre réussite. Voilà, je pense, oui. Après, une réussite, on ne peut jamais dire on a réussi. C'est-à-dire que jusqu'à la fin, est-ce que j'arriverai à mener ce bateau complètement ou pas? Je n'en sais rien. Je ferai en sorte que oui. En tout cas, ça fait 15 ans déjà. Voilà, ça fait 15 ans et ça fait 33 ans que la boîte existe. Et j'essaierai de la mener un peu plus loin encore dans l'histoire. Toujours le positif qui ressort. Le positif, voilà. Merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. J'ai une dernière question pour toi. Quel est ton chocolat préféré? Alors, le chocolat, je l'aime depuis pas longtemps, c'est le chocolat au lait. Mais pour moi, chocolat au lait. Le chocolat au lait. D'accord. Merci beaucoup pour ta transparence et puis ton positivisme qui se ressent, que tu arrives à traduire. Pour nos auditeurs qui souhaiteraient suivre tes actualités, où pouvons-nous te retrouver? Et bien sur le site de atoll.fr. Et après, on est un peu partout. On a plusieurs sites, mais atoll.fr, après tous. Ils ne me verront pas trop parce que je me cache un peu. Pour vivre heureux, ils vont me cacher. Voilà, je me cache un peu. Je ne suis pas très dans le popularisme, ça ne me plaît pas trop. Merci beaucoup Christelle pour les douceurs que tu nous as partagées aujourd'hui. Et n'oubliez pas les chocolate lovers, mangez, bougez, l'abus de gourmandise peut être dangereux pour la santé. Chocolat et caramel, la décrypte. Sur un marché compétitif, l'innovation produit permet à l'entreprise de se diversifier et de créer les conditions pour implanter un nouveau domaine d'activité stratégique qui vient alors soutenir l'offre initiale et globalement le développement de l'entreprise. Si l'innovation se poursuit sur les process de production, tant dans l'organisation des flux de production, mais aussi sur les machines et leur réagencement, les conditions sont alors créées pour obtenir une double performance. Mais l'agilité de l'entreprise est aussi le fruit de la capacité du dirigeant à prendre des décisions éclairées, de façon rapide, pour agir et réagir face à son micro-environnement et à son marché. La noisette sur le chocolat, l'état d'esprit du dirigeant. Si ce dernier insuffle une dynamique positive et incarne les valeurs qu'il défend dans son management, alors il obtiendra l'engagement de ses collaborateurs et la durabilité de ses équipes. Ces dernières viendront nourrir la dynamique de développement et d'innovation de l'entreprise pour former un cercle vertueux. La boucle est bouclée. À très bientôt sur Chocolat et Caramel, le podcast des dirigeants qui font les choses différemment. On se quitte en musique.